Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de nous rejoindre sur Télé Tchad. L'invité de notre journal ce soir est monsieur Ali Abbas Sechi, président du Conseil national du dialogue social et membre fondateur du patronat tchadien. Monsieur, bonsoir. Bonsoir Angèle. Nous nous entretiendrons ce soir sur la rentrée économique qui a eu lieu, la rentrée économique du patronat qui a eu lieu le jeudi dernier. Mais bien avant de revenir à vous, faisons un point sur l'actualité. Nous en parlons depuis quelques jours déjà à la tribune des Nations Unies. Le 24 septembre dernier, le chef de l'État a prononcé un discours dans lequel il a décortiqué plusieurs questions d'intérêt mondial. L'une des questions débattues par le chef de l'État à cette occasion est l'accès à l'éducation de qualité, une question qui a retenu l'attention de notre rédaction Plume et Voix signée Assirana Matigar. L'éducation de qualité est un vecteur de connaissance et de transformation des sociétés pour un monde meilleur. Parole du chef de l'État Idriss Déby Itno à la tribune des Nations Unies. La pertinence de cette pensée du chef de l'État Idriss Déby Itno a des fondements scientifiques, car il est établi que l'éducation impacte positivement les autres secteurs. Idriss Déby Itno, qui a constaté que les engagements pris dans le cadre de l'agenda 2030 ne sont pas respectés, a interpellé ses pairs à conjuguer les efforts pour le mieux-être des peuples. L'éducation n'est pas simplement un outil, mais un moyen pour ce mieux-être des peuples. Assurer une éducation de qualité, c'est agir de manière structurelle sur la question du développement durable. L'éducation, prescrite comme l'une des premières priorités des États, l'est aussi pour la communauté internationale au destin commun. Mettre au second plan la question de l'éducation, c'est perpétuer la pauvreté, retarder le développement. Si l'éducation est un moyen pour l'atteinte des objectifs du développement durable, ce moyen nécessite beaucoup d'autres moyens pour sa réalisation. D'où l'impérieuse nécessité pour la communauté internationale d'agir ensemble dans un élan de solidarité, comme l'a dit le chef de l'État Idriss Déby Itno. Les pays n'étant pas équitablement nantis pour faire face aux immenses besoins en matière de l'éducation, ils doivent se tendre les mains au nom de la communauté de destin. Le déficit en éducation dans un pays quelconque a forcément des incidences négatives sur les efforts de développement au plan mondial. Le ministre délégué à la présidence de la République chargé de la défense nationale, de la sécurité publique et des victimes de guerre, Mahamat Abali Sallah, a effectué une descente à Sar, dans la province du Moyen Chari. Le ministre a eu une rencontre avec les différentes sensibilités du pays. L'état d'urgence instauré par le gouvernement pour réinstaurer la sécurité, le phénomène des conflits intercommunautaires et bien d'autres activités figurent dans son agenda. Amath Yahya Abbas revient sur le déplacement du chef du département de la défense nationale. Suivez. La sécurité de la population tchadienne et de ses biens. La question est inscrite au premier rang des priorités du gouvernement et constitue surtout un souci constant au plus haut sommet de l'État. La descente du ministre en charge de la défense nationale et de sécurité dans la partie méridionale du pays et les autres immenses efforts consentis illustrent cette volonté politique affichée. La palme d'or revient incontestablement au président de la République Idriss Déby Itno. L'état d'urgence décrété par le gouvernement au-delà des provinces concernées est prise dans l'intérêt de tous les Tchadiens sans exception. C'est une situation exceptionnelle. À l'interrogation de ceux qui pensent que l'instauration de l'état d'urgence dans certaines provinces du pays n'offre-t-elle pas l'opportunité à d'autres fauteurs de troubles de créer des foyers de tension dans d'autres parties du pays? La réponse est non. Car l'État est au-dessus de tout et à l'entière et pleine responsabilité et même l'obligation de mener des opérations de contrôle, prendre des mesures d'envergure qui s'imposent face à un cas de trouble à l'ordre public qui pourrait créer d'autres sources de tension au sein de la population civile. La volonté est digne des fois. Elle porte la voix et les assurances du ministre de la Défense nationale et de la Sécurité, le général de corps d'armée Mahamat Abali Sallah. Nous avons mis l'accent surtout sur le désarmement. Aujourd'hui, les gens ont des mitrailleuses, des armes, ce qui fait que le nombre de morts augmente. Et nous avons pris des initiatives ici pour qu'une équipe de désarmement sera mise en place dès dans les jours à venir. Ils vont procéder à récupérer les armes détenues par les civils et ils seront jugés conformément à nos textes.
Parce que nos actions d'ordre sécuritaire ne varient pas avec l'état d'urgence. C'est-à-dire on n'est pas seulement de travailler, désarmer seulement les provinces qui sont en état d'urgence. Non. Nos forces de défense, nos structures de sécurité de la défense doivent travailler chaque jour. Donc, le désarmement que le chef de l'État a annoncé lors de son déplacement à Bécha, avant l'état d'urgence, c'était une instruction sur l'ensemble du territoire. Le message est clair comme l'eau de roche. Tous ceux qui détiennent illégalement des armes à feu doivent les restituer aux forces de défense et de sécurité. Celle-ci est aussi appelée à jouer pleinement sa mission régalienne, celle de mettre de l'ordre et d'assurer la sécurité de la population. Pour le ministre de la Défense nationale, toutes les armes qui circulent entre les mains de la population civile doivent être restituées, car la détention illégale d'armes est une menace à la paix, à la cohabitation pacifique et au vivre ensemble. Dans la province de Silla, plus de 1000 armes récupérées par la commission de suivi de l'état d'urgence ont été présentées au gouverneur Kedala Younous à midi. Ben Arabi Abderrazat, reportage. C'est une véritable poudrière, 1041 armes, dont 12 bazookas, 6 RPK, 19 G3 et autant de munitions récupérées des mains des civils ont été présentées aux autorités de la province. Selon le coordonnateur du comité chargé de suivi des activités de l'état d'urgence, le général Mohamed Souleyman, ces armes sont regroupées sans incident. La population apprécie les efforts fournis. Les armes appartiennent aux militaires, pas à la population civile. Donc, une population qui détient une grande quantité des armes, vraiment, ça c'est un danger pour la population. J'apprécie toujours fortement les désarmements qui ont été faits par nos forces de défense et de sécurité. Le peuple a besoin de la paix et de la sécurité. Mais tant que les citoyens détiennent des armes, il n'y aura plus de sécurité. Nous sommes toujours dans l'insécurité. Qu'il est normal la décision du chef de l'État de faire le désarmement dans notre province Silla. Pour le gouverneur Kedala Younous Hamidi, le résultat est appréciable, mais il en faut plus pour assainir la province. Je vous exhorte à continuer avec le même courage, la même ardeur et la même détermination, car ce résultat est certes appréciable, mais il n'en demeure pas moins que c'est une goutte d'eau extraite d'un océan. À noter que cette opération intervient à 2 semaines de la prorogation de l'état d'urgence. Dans le département de Mandi, le préfet a présidé une réunion sécuritaire couplée de la remise des moyens roulants. C'est une initiative de l'ONG Kojinta. Ont pris part les autorités administratives traditionnelles et les représentants des associations de la société civile. Mahama Tambouloumi. Cette réunion périodique initiée par l'ONG Kojinta a regroupé des autorités administratives, civiles et militaires, les membres des associations de la société civile ainsi que les leaders religieux et coutumiers. Pour atteindre l'objectif sur le maintien de la sécurité publique, l'ONG Kojinta a mis en place une structure dénommée Comité local de sécurité pour la prévention de la délinquance, à travers lesquelles l'ONG a financé les activités de certaines organisations au niveau local, à savoir ADESOL, APROCEL et la Croix-Rouge. Pour le président du CLSPD, Comité local de sécurité pour la prévention de la délinquance, Mamad Mustafa Koulbou, plusieurs activités ont été réalisées, dont la sensibilisation pour la lutte contre l'insécurité, la mise en place des comités d'éveil et de vigilance dans la commune de Bol, la construction d'un poste de police à Bol, pour ne citer que celle-ci. Le responsable de l'ONG Kojinta, Paulo Bonanno, expert en sécurité publique, a invité les différents acteurs à se mobiliser davantage pour l'atteinte du principal objectif qui est la sécurité publique. Le préfet du département de Mamdi, Hassan Abdraman Hagar, représentant les gouverneurs, a remercié infiniment l'ONG Kojinta pour ses efforts multiformes en matière de sécurité publique. La remise de 2 motos au CLSPD par Kojinta a mis un terme à la dite réunion.
Le Conseil national du patronat tchadien a fait sa rentrée économique jeudi dernier. Plusieurs membres du gouvernement et des chefs d'entreprise officiants au Tchad et ceux venus d'ailleurs ont pris part à cette cérémonie. Une occasion pour le patronat d'exprimer sa vision sur le développement de l'économie tchadienne. Un reportage signé Naïm Ahmad Baba. Cette rencontre qui a réuni la crème des patrons d'entreprise marque la rentrée économique du patronat tchadien. La rentrée s'est faite en présence de plusieurs membres du gouvernement, ainsi que des opérateurs économiques. C'est une occasion offerte à ces derniers pour examiner les défis économiques qui se posent à eux, afin de tenter par la même occasion d'explorer les pistes de solutions à leur résolution. C'est pour cette raison que le président du patronat tchadien, Bichar Adoudoua, situe que cette rentrée est une opportunité pour son organisation d'exprimer sa vision sur le développement de l'économie tchadienne dans l'optique de donner des orientations sur les perspectives pour redynamiser le secteur des entreprises au Tchad. Et à ce titre, plusieurs axes sont définis pour être exécutés au cours de sa mandature. Pour cette nouvelle mandature, le bureau s'assigne comme mission principale d'œuvrer à la survie des entreprises à travers l'émergence d'un environnement juridique et institutionnel favorable à la sauvegarde des entreprises. À travers cet engagement, nous avons la conviction que seules des entreprises fortes et compétitives peuvent garantir au pays une croissance économique durable et des emplois décents pour les Tchadiens. La rentrée économique du patronat tchadien a également été une occasion pour les acteurs du secteur privé de faire des recommandations. Il s'agit de l'ordre des comptables du Tchad, du secteur industriel, du secteur pétrolier et celui bancaire. Vous venez de le suivre. Jeudi dernier, le patronat tchadien a fait sa rentrée économique. Monsieur Ali Abbas Sechi, c'est quoi une rentrée économique et de quoi il a été question? C'est une très bonne question. Je crois qu'on peut apparenter cette rentrée économique à une sorte d'appel pathétique. Je veux dire un cri du cœur des entreprises tchadiennes par rapport aux difficultés majeures qu'ils transcendent tous les jours dans leur activité. Il est normal qu'un jour ou l'autre, le patronat se positionne non pas simplement comme un syndicat revendicatif, mais plutôt comme partenaire réel. Et pour ça, il faut amener les autorités à discuter ensemble, à travailler ensemble, pour prendre en compte les déshydratats des entreprises et aussi les pistes de solutions que les entreprises peuvent donner au gouvernement. Pourquoi pistes de solutions? Il faut sortir de l'aspect revendicatif simplement que nous voulons ça, ou nous sommes contre ceci, contre cela. Bien au contraire, on peut relever le diagnostic et en face dire qu'on propose, nous, opérateurs économiques, des solutions pour améliorer en faisant ceci, en faisant cela. Par exemple, vous savez qu'au Tchad, la fraude et la contrebande, et je dirais la concurrence déloyale, est en train de plomber notre industrie. Madame, une industrialisation est un pan important dans le développement durable et inclusif dans un pays. Et malheureusement pour nous, tout le monde se rend compte que cette fraude et cette concurrence déloyale et cette contrebande s'exercent sous nos barbes. Et tout le monde sait où se passe la fraude, mais on n'arrive pas à la circonscrire. Et ça, c'est un inconvénient majeur. De l'autre côté, pour relancer une économie, la dette intérieure est un élément important qui peut booster cette relance. Depuis l'an 2016, le gouvernement a attiré plusieurs fois l'attention du gouvernement sur la dette intérieure. Le gouvernement a pris du temps pour faire ce qu'on appelle l'audit de cette dette, parce que le gouvernement souhaite que les bailleurs l'accompagnent pour pouvoir traiter et appuyer cette dette. Cela dure depuis plus d'1 an, mais le patronat qui a choisi plus de communiquer et de travailler par les discussions, par l'amabilité et rechercher ensemble les solutions, a toujours attendu, a toujours encouragé le gouvernement à faire mieux. Mais là, je crois qu'on est arrivé à une situation où, si cette dette n'est pas traitée, ce n'est pas une bonne chose. Pourquoi je dis ça? Dans le domaine du bâtiment,
Vous savez, beaucoup d'entreprises ont même fermé. D'autres ont fait une compression parce qu'elles ont su s'adapter. Et les banques qui ont fait aussi des prêts à des entreprises locales et étrangères, ces bâtiments construits, peinent aujourd'hui à récupérer. Pourquoi? Parce que l'État n'a pas payé les entreprises concernées. Alors, je crois que le patronat a invité le gouvernement. Et je pense que le ministre d'État a fait honneur au patronat en venant assister à cette rentrée économique. Je crois que ça a été l'occasion d'un échange. Un échange pour dire que le patronat, le gouvernement, c'est une seule équipe. C'est l'État. L'État est une chaîne et à l'intérieur, il y a des pans. Justement, vous êtes membre fondateur du patronat tchadien et également président du Conseil national de dialogue social. Vous êtes en quelque sorte un facilitateur socio-économique qui pourrait apporter un regard neutre, on le pense, sur la position des deux parties. Que pensez-vous de cette rentrée économique qui a été rehaussée d'ailleurs par la présence du ministre d'État, ministre secrétaire général de la présidence de la République? Très bien, ce que j'apprécie, moi, c'est vrai, le président du patronat a présenté des doléances, un chapelet de doléances, mais en face, il a aussi proposé de sortir de crise. C'est le signe que le patronat s'inscrit comme un partenaire constructif pour accompagner le gouvernement. Un gouvernement quand même qui aujourd'hui assure sur l'ensemble du territoire une sécurité imparable. Et vous savez très bien qu'une bonne sécurité rime avec une économie. De l'autre côté, le gouvernement, le ministre d'État a bien dit que je suis venu vous rassurer. Donc c'est vraiment, comme on dit, un signal fort, une volonté réelle de pouvoir collaborer et travailler ensemble. Et non seulement il a dit ça, il a dit aussi, je prends acte. Et un gouvernement ne peut pas dire à la légère, je prends acte. S'il dit qu'il prend acte, c'est que réellement, il a pris les doléances et en même temps les solutions que le patronat a proposées. Et je suis certain que très rapidement, avec le conseil d'expansion économique qui a été mis en place par le président de la République et qui comprend donc le président qui va présider, les ministres concernés de l'appareil judiciaire, de l'économie, des finances et du commerce, et 3 membres du patronat, 3 membres de la chambre de commerce et de l'association professionnelle des banques. Donc c'est un cadre qui va traiter rapidement les doléances. Et autour du président, je crois que des discussions fortes, réelles, contradictoires s'exerceront et des solutions seront trouvées. Et il y a espoir que cette rentrée économique augure de très bonnes perspectives. Mais, madame, je note que la plupart des entreprises disent que si on ne règle pas les difficultés, l'année 2020 sera une année difficile, surtout dans l'industrie. Il a été également question lors de cette rentrée économique du patronat tchadien d'un plan triennal pour la relance du secteur économique. Quels en sont les principaux axes? Vous savez, un patronat, ce n'est pas seulement un syndicat qui revendique. D'abord, c'est, comme on dit, un pan important de l'économie. Donc, nous sommes aux côtés du gouvernement. Et une des activités importantes, c'est que nous avons des commissions juridiques et sociales, commission entrepreneuriat, commission relations avec l'extérieur. Donc ces commissions nous permettent justement d'accompagner le gouvernement. Accompagner comment le gouvernement? Si on arrive à implémenter au sein de nos entreprises une sorte de dialogue social permanent, ça aide à apaiser la tension et à consacrer la paix sociale. De l'autre côté, je vous ai parlé de relations avec le gouvernement, c'est-à-dire nous avons la responsabilité sociétale qui est la nôtre. Nous émergeons dans une économie, nous travaillons dans un environnement et on ne peut pas ne pas en prendre acte. Je prends un exemple. Une entreprise comme la compagnie sucrière qui est implantée à Sarre, autour de son entreprise, il y a des villages, il y a des villes, il y a des hommes, des femmes. L'entreprise ne peut pas en tenir compte. C'est-à-dire, à travers la responsabilité sociale, elle accompagne pour les écoles, elle accompagne pour accompagner les jeunes dans l'entrepreneuriat, les femmes, et donc élargir l'assiette fiscale. C'est une contribution importante. Et donc ce plan triennal ne peut avoir d'aboutissement que si, de l'autre côté,
le gouvernement aide réellement les entreprises à résoudre leurs problèmes. Et un des problèmes que je vous ai cités, c'est la dette intérieure, c'est la contrebande et la fraude. On en parle, mais pensez-vous que le gouvernement a entendu le secteur privé en ce qui concerne les questions qui fâchent? Tel que j'ai entendu le ministre d'État en disant qu'il vient et il nous rassure de la part du président de la République. Vous avez bon espoir. Voilà, et non seulement il dit ça, il dit prend acte. Moi, je suis certain que ça vient du cœur. Et nous, c'est à nous maintenant d'aller vers le gouvernement pour travailler avec eux régulièrement et résoudre les problèmes. Actuellement, nous travaillons avec le ministère des Finances pour faire ce qu'on appelle une commission, un observatoire en matière de douane, c'est-à-dire une commission mixte entre la CCMA, le patronat et la douane pour ensemble regarder tous les problèmes de fraude et les résoudre ensemble. Au vu de ce que vous venez de dire, est-ce qu'on peut espérer une amélioration du climat des affaires? Je pense que l'amélioration du climat des affaires, le gouvernement est très conscient. Et je vais dire que le PND, quoi qu'on dise, se déroule très lentement à cause justement du climat d'affaires qui n'est pas au rendez-vous. Et je suis convaincu que tout le monde a tiré la conclusion comme quoi on doit se résoudre à améliorer le climat des affaires, qui tient à trois choses essentielles. L'État doit être un interlocuteur attitré du gouvernement en jouant son rôle, comme l'a répété d'ailleurs le ministre d'État, facilitateur, régulateur et aussi investisseur stratégique. Donc si l'État a pris l'engagement de jouer ce rôle, je suis certain que tous les autres aspects se trouveront déclenchés par conséquence de cette volonté exprimée par le gouvernement. Parlons maintenant de licenciement. Le patronat tchadien en parle souvent, et quelle en est son ampleur? Je disais que depuis 2016, le gouvernement traîne une dette lourde, une dette intérieure lourde. Je dirais que le gouvernement, en principe, n'a pas l'excuse de maîtriser la dette. Moi, je suis chef d'entreprise, j'ouvre mon livre, je sais qu'on me doit ça et je dois tel montant. C'est certain, et je dis comment je dois payer ma dette et tout, comme je vais relancer mes clients pour récupérer mes sous. L'État aussi est en quelque sorte une entreprise, mais de manière publique. Et donc, en toute logique, c'est le gouvernement qui doit maîtriser sa dette intérieure, mais c'est tellement important, et il faut faire appel aux bailleurs, et les bailleurs, vous savez, ils ont toujours des conditionnalités, et ils ont imposé au gouvernement de faire l'audit de cette dette intérieure, ce qui a pris du temps. Et là, je pense qu'on est arrivé pratiquement au bout, parce qu'on a reçu un communiqué du ministère des Finances qui dit qu'il faut donc s'approcher de cette commission et apporter les pièces qui justifient ce qu'on réclame à l'État. Donc on est au bout de la solution, et ça va permettre de relancer l'économie et améliorer le climat des affaires. De l'autre côté, la deuxième chose sur laquelle il faut insister, c'est l'appareil judiciaire. C'est un élément important, et nous avons proposé une sorte d'observatoire qui peut peut-être regarder la pratique judiciaire et recadrer les choses dans l'intérêt de tout le monde. Et de temps en temps, on observe aussi une interférence de l'État. D'après les informations que j'ai reçues des entreprises, elles disent que l'IGE peut justement pas instrumentaliser, mais c'est tout comme pour obtenir des ATDR, donc avis des tiers détenteurs, pour bloquer les comptes des entreprises, ce qui n'est pas bien. Une entreprise qui est légalement installée, pignon sur rue, et qui n'a pas de défaut de paiement, il n'y a pas urgence à bloquer son compte, comme pour faire une pression. Ce n'est pas une bonne pratique. Tout ça, c'est les éléments négatifs qui plombent le climat des affaires, et je crois qu'on en a parlé avec le gouvernement, et tout le monde est disposé à échanger ensemble pour recadrer tout ça et trouver des solutions qui nous permettront d'aller de l'avant. Monsieur Ali Abbas Seyti, quels sont de nos jours les principaux défis? Vous parliez des dettes et également de la justice, etc. Quels sont les principaux défis qui se posent au développement du secteur privé? Je disais que si l'État arrive à vraiment jouer son rôle de facilitateur, de régulateur et d'investisseurs, et surtout investisseurs, l'État n'investit pas beaucoup depuis 2 ans, et cela c'est quand même un recul énorme. Pourquoi l'État investisseur?
Imaginez si on fait les routes, c'est sûr qu'une entreprise qui commence les travaux fait appel à plusieurs employés, à plusieurs matériels, à plusieurs fournitures, et ça fait travailler tout le monde. Et c'est important, et l'État actuellement a des questions sécuritaires l'oblige à beaucoup de dépenses pour être à la hauteur. Il ne faut pas oublier quand même que le Tchad est une île de paix autour des pays qui sont vraiment en difficulté. Le Cameroun, le Nigeria, le Niger, la RCA, la Centrafrique, la Libye. Imaginez-vous, tout le monde est en difficulté, sauf le Tchad en termes sécuritaires. Ça a un coût. Et je pense que les opérateurs économiques comprennent ça. Mais on dit aussi au gouvernement, aidez-nous à jouer à ce que le secteur privé joue son rôle de créateur de richesse et de créateur d'emplois. C'est un défi à relever, et ce défi pour moi c'est quoi? C'est communiquer pour que chacun comprenne exactement quel est le problème de l'autre. Apparemment, de ce que j'ai compris, je vois que le secteur privé comprend réellement la difficulté du gouvernement, mais par contre, le gouvernement n'est pas encore au fait de ce qu'endurent les entreprises. Et là, j'exhorte ou je demande justement au gouvernement de faire l'effort davantage pour comprendre les problèmes réels qui transcendent les entreprises, pour qu'ensemble ils trouvent la solution idoine qui nous permet d'aller de l'avant. Parlons un peu du protocole d'accord du 26 avril dernier signé par le gouvernement et les syndicats. Où en est-on avec ce protocole à la rentrée, à la veille de la rentrée scolaire? Je crois qu'aujourd'hui, il y a un signal très fort que la volonté du gouvernement, la volonté des syndicats est réelle. Vous pouvez nous parler un peu de ce protocole, d'accord? Oui, mais ce protocole dit en 1.1 comme quoi on met en place une commission paritaire, un comité paritaire pour pouvoir toiletter les fichiers de la SOL, et les gains obtenus pouvaient peut-être amener le gouvernement avec une embellie à peut-être rétrocéder l'ensemble des AGS coupés et éventuellement traiter du décret qui a coupé les indemnités. Et il y a également la mise en place d'un haut conseil technique tripartite pour justement élaguer les autres doléances des travailleurs. Et bon, je comprends que depuis le 26 octobre, on a mis du temps pour mettre en place ce comité paritaire, pour des raisons qu'on peut comprendre. Mais depuis que ce comité a été mis en place, je trouve que le gouvernement et les travailleurs travaillent d'arrache-pied, en très bonne complicité, et ils ont décelé beaucoup de manquements, beaucoup de ratés, beaucoup de détournements. Et je suis certain qu'in fine, ils sortiront un document très riche qui apportera plus et qui permettra peut-être à l'État réellement de toiletter le fichier de la solde, et le gain obtenu, ensemble, dans l'esprit actuel des discussions, ils pourront voir comment traiter le problème des AGS et aussi la coupe des indemnités. Je suis très optimiste, parce qu'à chaque fois qu'il y a un problème, ils se retrouvent et ils discutent. Et je vous disais que communiquer, c'est ça l'avantage, ça aide à ce que les deux parties se comprennent, et ensemble, ils peuvent se protéger à court terme, à moyen terme et à long terme. Et ainsi, on peut planter le décor de la paix sociale et on peut construire le pays. Monsieur Ali Abbas Seyti, nous arrivons au terme de notre entretien. Avez-vous un mot de fin? Le mot de la fin, moi je dis que nous avons la pauvreté devant nos portes. Et en tant que président du comité national du dialogue social et en tant que membre fondateur du patronat, je crois que la pauvreté est un élément négatif. Et si on ne combat pas la pauvreté, ce n'est pas une bonne chose, parce que cette pauvreté peut amener les gens à venir dans nos portes pour nous arracher quelque chose à manger. Et donc mon souhait, c'est que le gouvernement réellement revoie sa stratégie de travail et accorde la place forte, le rôle important que le secteur privé peut jouer. Et il n'y a pas un antagonisme entre le secteur privé et le gouvernement. Il ne faut pas donner l'impression que c'est des opérateurs économiques, il faut aller vers eux pour prendre de l'argent sous une forme ou sous une autre, à travers des impôts, à travers ceci, mais plus aller vers eux
pour les comprendre, dans quelle position ils travaillent, quelles sont les difficultés qui transcendent, leur apporter les solutions et amener ces entreprises à produire plus, à peut-être embaucher aussi tous ces jeunes. Des milliers de jeunes sortent chaque année et en face, il n'y a pratiquement pas de perspective et ça, c'est un danger. Et moi, je souhaite que par la communication, et vous, la télé, vous avez un rôle important à jouer, je souhaite qu'on communique davantage. Et aujourd'hui, le comité tripartite qui a été mis en place, son rôle, c'est quoi? C'est d'amener les syndicats de travailleurs, le patronat et le gouvernement, chacun dans son rôle, de construire une plateforme, une stratégie sur 2 ans, sur 3 ans, si on arrive, pour que chacun prenne l'engagement de faire quelque chose. Par exemple, les employeurs peuvent dire nous avons l'intention d'agir dans l'entrepreneuriat des jeunes, dans l'entrepreneuriat des femmes, pour jouer rôle dans les collectivités publiques et autres. Les travailleurs disent écoutez, nous aussi on va faire jouer notre partition et le gouvernement aura des axes tracés sur les 2 ans, 3 ans et ainsi on pourra planter une sorte d'accalmie sociale à moyen terme, ce qui permettra à tout le monde de travailler sereinement et de produire. Et nous sommes dans dans une petite planète où celui qui produit, c'est celui qui a la supériorité. Et si nous, on ne produit pas, on sera des consommateurs, on subira les déshydratats de toutes les choses, les changements qui se produisent aujourd'hui, démographique, climatique, mondialisation et tout ce qui se passe, si on ne se met pas en ordre de produire. Et ça, je trouve qu'une communication entre le gouvernement et le secteur privé dans son ensemble pourra apporter des solutions réelles et constructives. Monsieur Ali Abasseti, merci beaucoup. Je vous en prie. Pour rappel, nous venons de recevoir sur notre plateau ce soir à Monsieur Ali Abasseti, président du Conseil national du dialogue social et membre fondateur du patronat tchadien. Toujours dans le même ordre d'idées, sachez qu'il s'est ouvert ici, dans la capitale, un atelier d'information et d'échange, une initiative du Centre d'arbitrage et de conciliation de N'Djamena en collaboration avec le Conseil national du patronat tchadien. L'amélioration du climat des affaires au Tchad au centre des discussions. Guillaume Bengueri. Depuis plus d'une décennie, les relations internationales sont marquées par la mondialisation ou la globalisation qui se traduit par la construction des espaces économiques. Ainsi, le développement d'un pays vise d'une part la promotion du secteur économique et social, d'autre part celle de l'investissement privé en rendant les marchés plus attractifs et les entreprises nationales ou communautaires plus compétitives. Raison pour laquelle le Centre d'arbitrage de médiation et de conciliation de N'Djamena et le Conseil national du patronat tchadien organisent cet atelier en faveur des opérateurs économiques en vue d'améliorer le climat des affaires au Tchad. En visant l'amélioration de la justice et de l'accès à la justice pour les acteurs économiques tchadiens ou étrangers, ces activités de soutien au centre d'arbitrage visent plus globalement à contribuer à l'amélioration du climat des affaires. Le centre d'arbitrage de médiation et de conciliation est un socle sur lequel va se reposer la sécurité juridique et judiciaire, car la question de l'amélioration du climat des affaires au Tchad est au rang de ses priorités dont il doit se servir de locomotive à l'intégration économique. Il est donc impératif pour notre pays, le Tchad, d'adopter le droit des affaires moderne, réellement adapté aux besoins économiques clairs, simples, sécurisant les relations et les opérations économiques. L'objectif général recherché à travers ces activités est d'aider à développer ce mode alternatif de règlement de conflits dans le domaine commercial et de désengorger le contentieux devant le tribunal de commerce. Parlons éducation à présent. Malgré les efforts que ne cesse de fournir le gouvernement en matière de gratuité de l'école tchadienne sur le terrain, les choses ne semblent pas claires. Cette décision du chef de l'État n'est pas appliquée comme il se doit. Notre reporter Kadnouba Théophile a fait un tour dans quelques établissements d'enseignement de la place. Qu'est-ce qui en ressort? Je ne vous en dis pas plus. Suivez son reportage. Investir dans l'éducation des enfants, c'est garantir un meilleur avenir pour toute une nation. Raison pour laquelle les plus hautes autorités du pays ne cessent d'investir dans la construction des infrastructures scolaires et la formation du personnel enseignant.
Un engagement qui permet à chaque enfant tchadien d'avoir accès à un enseignement de qualité. Cette volonté des plus hautes autorités est renforcée en 2006 par la décision du chef de l'État, Idriss Déby Itno, rendant l'école obligatoire et gratuite. Oui, l'école est gratuite. Mais ce qui fait que nous fixons un taux, c'est que les dotations ne viennent pas régulièrement. Donc on fixe le petit taux là pour nous permettre d'acheter les fournitures, le bureau et scolaire pour nous permettre de fonctionner. C'est 2000 francs par élève. Au niveau du secondaire, la même année, le ministère a mis en place la commission de gestion des établissements scolaires, en abrégé COGES, qui a fixé la contribution des parents. Mais dans les lycées et collèges, on affirme que les réalités du terrain ne permettent pas de se conformer à la décision de la COGES. C'était 6500. Les 500, c'est pour le logo. Les 1500, c'est pour le COGES. Et les 4500, c'est pour l'AP. Pour nous accompagner, réparer les tableaux-bancs, les portes des salles de classe et les fenêtres. Il y a une petite contribution du parent qui fait leur scolarité. Ça entre dans le domaine de tout ce qui est pièces afférentes à un élève. Sa carte d'identité scolaire, sa fiche d'inscription, l'assurance de l'élève. À l'inspection de l'éducation nationale, on affirme que l'acte des responsables d'établissement ne sont pas raisonnables. Le président de la République a parlé de la renaissance de l'école tchadienne. Donc l'école tchadienne est gratuite. 1200 francs, c'est initié par le ministère de l'Éducation nationale, COGES, pour la carte scolaire, santé scolaire, sport, bulletin. Les gens disent 1500, 2000 francs, 5000 francs, mais sur le COGES, c'est 1200 francs. Pour que l'école fonctionne normalement jusqu'à la fin de l'année scolaire, il faut la contribution des parents. La Fondation Grand Cœur a construit un bâtiment de 4 salles de classe à l'école officielle de Bédjémé à Bénoï, dans la province du Logone occidental. La cérémonie de réception est présidée par le secrétaire général de cette province, Ngana Djekila. Les détails avec Réoutar Anissé. Le coût global de la construction de ce joyau architectural est estimé à 24 millions de francs CFA. La cérémonie de réception de ce bâtiment a mobilisé plusieurs personnalités, parmi lesquelles le secrétaire général de la province du Logone occidental, Ngana Djekila, entouré de ses proches collaborateurs. La directrice Maïlemnou Lambé a pour sa part promis aux donateurs d'utiliser à bon escient cet ouvrage. Dans une motion spéciale, les élèves de l'école officielle de Bédjémé ont adressé leur reconnaissance à la première dame Inda Déby Itno et demandent en outre la clôture de leur école et bien d'autres choses. Le directeur de l'entreprise HBP Wang Zikun, partenaire de la Fondation Grand Cœur, a déclaré que son institution sera toujours aux côtés de la Fondation Grand Cœur pour des actions en faveur des couches vulnérables. Pour preuve, la HBP a contribué à hauteur de 10 millions de francs CFA pour la fabrication des tables-bancs, la confection des tenues scolaires et les fournitures scolaires. Le représentant de la Fondation Grand Cœur dans le Logone occidental, Abakar Betel, a tout d'abord fait l'historique de son organisation avant de rassurer les élèves de l'école officielle de Bédjémé qu'il transmettra leur doléance à qui de droit. Le secrétaire général de la province du Logone occidental, Ngana Djekila, a relevé que la Fondation Grand Cœur accompagne le gouvernement dans sa politique pour l'éducation des enfants. Les conditions d'études de nos progénitures sont particulièrement et partiellement améliorées à cette rentrée scolaire qui pointe déjà à l'horizon. Grâce à un protocole d'accord et de partenariat dynamique entre le département de Ngourkousso et la société pétrolière HBP d'une part, et aussi grâce à une coopération agissante gagnant-gagnant entre la société HBP et la Fondation Grand Cœur de son Excellence, Madame Ida Déby Itno, la première dame du Tchad. D'autre part, la remise des clés aux bénéficiaires, la coupure du ruban et la visite des salles de classe ont mis un terme à cette cérémonie.
Et puis le président du comité provisoire de gestion des revenus pétroliers de Koudaloa a présidé la cérémonie de pose de première pierre de construction d'une école s'est déroulée en présence du préfet de Baguirmi, Nidion Patricia. Le projet est financé par un don du comité provisoire de gestion des revenus pétroliers de Koudaloa pour un montant d'environ 99 millions et les travaux s'étaleront sur 8 mois. Ils seront réalisés par l'entreprise Abroum et Frères, sélectionnée par les responsables du comité. Le choix porté sur le village Ndjunju est de répondre aux impératifs de l'heure dans le secteur de l'éducation et la nécessité de développer ces villages fondés en 1983. Nous avons initié ce projet, 2 bâtiments de 6 salles, un magasin, une direction pour le directeur, un pompe à motorisation humain. Des instructions fermes ont été données à l'entreprise de faire respecter le cahier des charges. Je tiens également à vous rassurer une fois de plus que nous ne ménagerons aucun effort pour mener à bien ces travaux. Une occasion pour l'inspecteur départemental de l'éducation nationale, de la promotion civique du Baguirmi, de sensibiliser les parents à envoyer les enfants à l'école. L'éducation commence d'abord par la maison et s'achève à l'école. Ne gardez pas les enfants à l'école pour de petits travaux. Pour le préfet du département du Baguirmi, ces dons interpellent les parents d'élèves en y mettant en valeur cet adage qui dit qu'un enfant n'est pas seulement à sa famille, mais à la société entière. Conformément au calendrier du ministère en charge de l'éducation nationale, la rentrée des classes au Tchad, c'est le 1er octobre dans la province du Bata. Le préfet du Bata Ouest, Fatime Boukar Kossé, a tenu une rencontre avec les responsables des parents d'élèves. Une rencontre pour discuter de la scolarisation des enfants, surtout celle des filles. Mahmoud Tahir Djebouinalour. L'éducation étant l'affaire de tous, parents d'élèves, chefs des carrés et responsables d'établissements scolaires de la ville d'Ati se sont retrouvés autour du préfet du département du Bata Ouest pour réfléchir ensemble sur une stratégie meilleure afin que cette année, tous les enfants en âge de scolarisation aillent à l'école. Plantant le décor, le secrétaire général du département du Bata Ouest, Hissène Palé Baïmakreo, a déploré le taux estimé très bas des enfants scolarisés dans ce département. La cause, selon lui, est la démission des parents de leur rôle. Un enfant a besoin d'être encouragé et régulièrement suivi pour qu'il puisse achever son cursus scolaire. Pour le préfet du Bata Ouest, Fatime Boukar Kossé, l'éducation est le plus précieux cadeau à offrir à son enfant. Les parents d'élèves, ajoute-t-elle, sont membres de la communauté éducative. Leur participation à la vie scolaire doit être détaillée. Quant au chef de carré, le préfet leur demande de contribuer par la sensibilisation à la mobilisation des parents autour de la question d'école. Le préfet annonce par ailleurs le lancement dans les jours à venir d'une opération dénommée École d'abord dans sa circonscription administrative. L'éducation de base à la participation active de la femme dans la consolidation de la paix et le développement, ce sont autant de sujets abordés au cours d'une conférence débat animée par Zenab Maniba Koka, enseignante chercheuse à l'université Roi Faisal à Abéché dans la province du Ouadaï. Un compte rendu signé Mahamad Bougaï. La conférence de débat a été animée par Mme Zenab Makikoka, enseignante chercheuse à l'université Roi Faisal de N'Djamena. À l'entame de la conférence, le représentant du recteur de l'université Adambarka d'Abéché, Dr Brahim Maloum, a remercié la conférencière pour avoir bien voulu animer cette conférence. Il a également relevé que l'éducation de base des enfants étant réservée à la femme, donc elle doit par tous les moyens possibles transmettre les valeurs du vivre ensemble aux futurs cadres. C'est pourquoi dit-il que la participation active de la femme est une nécessité dans le vivre ensemble. La conférencière a dans son exposé dit que la femme peut jouer un rôle positif et significatif dans la conciliation de la paix. Zenaba Makikoka a également rappelé à l'assistance que la paix et le développement sont intimement liés et il n'y a pas
développement sans la paix et la paix ne peut pas être construite sans la femme. C'est pourquoi la 4e République a accordé une place de choix à la femme pour qu'elle puisse jouer pleinement son rôle. Elle a également signifié aux uns et aux autres que la paix commence avec soi-même. En politique, le parti pour le mouvement L'Unité et le Renouveau plaide pour la résolution des conflits. Le président national de cette formation politique implique les artistes. Une cérémonie marquant le point de départ a eu lieu hier à Rassalfil, une localité située à une vingtaine de kilomètres de la ville de N'Djamena. Moussa Mbodou Abdoulaye. Soucieux de la paix et de l'unité nationale, le MUR, Mouvement pour l'Unité et le Renouveau, implique les artistes dans la recherche de la paix, la cohabitation pacifique et la résolution des conflits. Une journée de réflexion au thème évocateur, rôle des artistes tchadiens dans le règlement des conflits, a réuni des artistes comédiens, musiciens et autres à Rassalfil. Pour le MUR, les œuvres artistiques sont les reflets de la société, donc leur implication s'impose. Votre talent, que ce soit la musique, le théâtre, la peinture, la photographie, peut facilement toucher les cœurs des hommes et des femmes. La cohabitation pacifique entre les communautés est le cheval de bataille du mouvement pour l'unité et le renouveau. Saleh Bourma Ali invite les artistes à être les ambassadeurs de la paix durable au Tchad. Les vrais artistes que vous êtes doivent démontrer aux Tchadiens que le fils d'un même pays s'unissent pour combattre leurs ennemis communs. Unanimement, par une résolution, les artistes, par la voix de Whistling Lotiko, s'engagent à jouer leur partition pour une paix durable, gage de tout développement social et économique du pays. Fin hier au CEFOD de la formation des membres du syndicat de commission en douane, agréés et transitaires au Tchad. Une formation axée sur la mise en œuvre du nouveau régime de transit communautaire. Le point avec la Chagbe Pabamé Désiré. Les membres du syndicat de commissionnaires en douane agréés et transitaires au Tchad, SICODAC, ont été largement informés et sensibilisés sur la mise en œuvre du nouveau régime de transit communautaire. La loi 7 portant adoption de la réglementation sur le régime de transit communautaire et le mécanisme de cautionnement unique qui vient modifier l'ancienne porte plusieurs avantages. Il s'agit entre autres de la sécurisation des recettes de l'État, la réduction des coûts de transit ainsi que la facilitation des échanges. Ce séminaire, il n'est pas le premier. Déjà, le SICODAC a formé ses membres à plus d'une fois. Pour les participants, c'est un ouf de soulagement. Cette formation a été une très grande utilité pour nous. On fait appel à d'autres opérateurs de se conformer à ce règlement. Sur le nouveau régime, il y a des innovations. D'abord, c'est la facilitation des échanges et la réduction des coûts de transport. Déjà, à partir de Douala jusqu'à N'Djamena, c'est le transport le plus cher au monde. Et c'est la sécurisation aussi des recettes de l'État. Initiée depuis 2008 par les chefs d'État des pays membres de la CEMAC, la loi 7 portant adoption et réglementation du régime communautaire permettra de façon globale l'amélioration des conditions de transit dans l'espace CEMAC. Et puis cette information en bref et en image, le gouverneur de la province de Wadifira, Issaka Ahmad Ardja, a présidé hier la cérémonie marquant la coupure du ruban d'un centre de santé. Cette structure hospitalière est une initiative des filles et fils de la localité qui vise à rapprocher les populations de plusieurs villages des établissements sanitaires. Occasion pour le gouverneur de saluer cette initiative qui cadre avec la vision du gouvernement, celle d'améliorer de manière significative les conditions sanitaires des populations. L'organisation non gouvernementale La Base poursuit sa campagne de sensibilisation axée sur la santé de reproduction. Hier, les membres de cette ONG sont rendus dans la commune du 9e arrondissement pour sensibiliser les femmes sur l'importance des consultations prénatales. Reportage à Mahamat Oumar Moussala.
Lutter contre la mortalité maternelle, infantile et néonatale et le non-respect de l'espacement des naissances tel est le mobile de la campagne de sensibilisation et d'information sur la santé de reproduction. Cette campagne a permis aux responsables de l'ONG Base d'expliquer à la population du 9e arrondissement du danger lié au non-respect de l'espacement des naissances et du non-respect de la visite prénatale. C'est pas pour rien que l'État, en commun accord avec certains partenaires, les communautaires et les privés, ont bien voulu vraiment créer des centres de santé dans vos communautés pour vous permettre de mieux vraiment régler vos problèmes de santé. L'objectif est de vous amener à beaucoup plus fréquenter les centres de santé. Et en fréquentant les centres de santé, déjà, il y a des choses qui sont aussi logées dedans. Selon la responsable du projet Base, son organisation entend apporter son soutien pour l'amélioration des soins de la santé maternelle et infantile. Le COSIL est une ONG nationale qui a pour finalité de contribuer à la diminution de la mortalité maternelle, infantile et néonatale de la population de Yémen en général et celle des districts Est, des districts Sud et des districts du 9e arrondissement. La responsable du service socio-éducatif du 9e arrondissement, Atmis Rachel, exhorte les femmes enceintes à faire la consultation prénatale pour éviter les décès maternels, néonatals et infantiles pour l'épanouissement de la famille. La plateforme Ayachad a créé une ferme d'expérimentation dans le domaine agro-silvo-pastoral. L'objectif de cette ferme est d'accompagner les jeunes dans le secteur agricole. Pour la phase expérimentale, c'est la localité de Mabrio-Bardé dans la province du Chariba-Guirmi qui a été choisie. Abdul Keoul. À la ferme d'expérimentation de la plateforme Ayachet, située dans le village Mabio-Mbardé, dans la commune de Lian, tout est fin prêt pour le lancement de la première édition Aya Bootcamp, une approche qui vise à susciter l'engouement des jeunes aux activités agro-silvopastorales. Pour cette phase d'expérimentation, 100 jeunes seront retenus pour mettre à l'épreuve leur savoir-faire dans le domaine de l'agriculture. L'objectif visé, c'est d'orienter la jeunesse parce que beaucoup d'entre elles, cette jeunesse, se disent se lancer dans l'agriculture, dans tout ce qui est développement durable. Nous, on est en train de leur montrer les avantages, les opportunités, les potentialités du Tchad qu'on a dans ce domaine-là. La réussite de Aya Bootcamp dépend de la mobilisation de tous, estime Fatima Soukar, Terap. L'appel que j'ai à lancer, c'est de croire à cette jeunesse qui est en train d'oser. Je lance aussi un appel fort pour nos gouvernements, les partenaires techniques et privés, de nous accompagner. Le rendez-vous du lancement des activités est donc pris pour le 10 octobre prochain. Sachez également que l'association des jeunes de Djourouf Al-Amar pour le développement se mobilise pour assister les victimes des inondations survenues à Djourouf Al-Amar dans la province du Ouaddaï. Ce matin, une cérémonie est organisée au musée national à cet effet pour mobiliser des contributions. Adef Amat Benrama. 3 morts, parmi lesquels des enfants, une centaine d'habitations écroulées et bien d'autres dégâts matériels. Tel est le bilan des pluies diluviennes qui se sont abattues en août dernier à Djourouf Al-Ahmar, localité située à 145 km au sud d'Abéché, dans la province du Ouaddaï. Très touchés par la situation de leurs frères et sœurs, les membres de l'association de jeunes de Djourouf Al-Ahmar pour le développement AJDDA ont mobilisé les ressortissants de cette localité vivant en Djamenan pour mettre sur pied une commission chargée de collecter des contributions afin d'assister les victimes de ces cas d'inondation. Pour le président de l'association, le premier geste doit venir des fils de Djourouf Al-Ahmar. Il devait ensuite lancer un cri de cœur. L'AJDA, en tant qu'association qui milite pour le bien-être social et le développement de la population dans le département de Djourouf Al-Ahmar, n'est pas restée indifférente. C'est pourquoi l'AJDA, par ma voix, déplore cette situation alarmante, tout en exprimant sa profonde compassion avec les familles endeuillées. L'association lance un vibrant appel
à tous les ressortissants et ressortissantes du département de Diouf Al Ahmar, résidant en N'Djamena, au gouvernement, aux ONG, à la Fondation Grand Caire, dirigée par la première dame Hinde Déby Itno, aux ambassadeurs accrédités au Tchad et à toute autre personne de bonne volonté de venir au secours de ces personnes touchées par les intempéries. Les contributions faites iront directement aux victimes des inondations, rassure le président de l'association de jeunes de Diouf Al Ahmar pour le développement. Parlons d'un fait qui se passe dans la ville de N'Djamena, l'incivisme des concitoyens. La circulation routière aux alentours du tronçon d'Embé-Diguel pose problème. Occupation anarchique par les vendeurs, les stations de conducteurs des autobus et bien d'autres. Suivez ce constat fait par Amat Adoumoussa. Circuler sur l'axe d'Embé-Diguel est un véritable parcours de combattants. Vendeurs à la sauvette, conducteurs des autobus et taxis, piétons se disputent les chemins. Certains s'approprient illégalement la voie pour exercer leurs activités. Un constat décrié par les usagers de la route. D'abord, la voie est très étroite mais assez fréquentée. Et comme cela ne suffisait pas, des vendeurs viennent étaler les marchandises en désordre. Il y a beaucoup de personnes sur la voie, mais si vous osez accélérer, vous risquerez de faire un accident. Déployés sur le terrain pour assurer la fluidité de la circulation, les agents municipaux n'ont pas voulu répondre à nos interrogations. Alors à qui revient la responsabilité? Cérémonie de présentation du livre Sciences de la vie et de la terre, un ouvrage scientifique écrit par 4 enseignants tchadiens et édité à Yaoundé au Cameroun. Ngeyama Djonga nous en parle. Le livre Sciences de la vie et de la terre est un ouvrage de classe de terminale C et D écrit par 4 enseignants. Il s'agit de Al-Kabir Siambe, Charles Madali, Mahamat Kiyal Yuma et Mossimaj Kumingai. Premier ouvrage scientifique du genre écrit par des enseignants tchadiens. Ce livre est subdivisé en 4 parties, à savoir la cytologie, l'étude de la structure et des fonctions de la cellule, l'information génétique qui comprend la localisation, l'expression et le brassage de l'information génétique, la reproduction humaine et végétale ainsi que la communication dans l'organisme. Malgré les difficultés rencontrées au cours de ce travail, nous sommes arrivés au bout de 3 années de travail acharné à réaliser ce document qui va être mis à la disposition des élèves et enseignants pour faciliter le processus enseignement-apprentissage. Paru dans la collection Crossing Over, cette première édition comprend 326 pages. Et puis le mouvement d'édification des jeunes chrétiens organise un camp biblique de formation à l'intention des jeunes chrétiens placés sous le thème Connaître Dieu et marquer la différence. Ce camp vise à amener les jeunes à placer leur confiance en Christ. Ahmad Garasta. Suite à l'Assemblée générale ordinaire tenue en 2018, le mouvement d'édification des jeunes chrétiens du consistoire de N'Djamena a recommandé à la fin de cette rencontre l'organisation d'un camp biblique de formation autour du thème « Connaître Dieu et marquer la différence ». Un thème tiré du livre de Daniel, chapitre 3, versets 17 à 18. Notre Dieu qui est esprit, et nous devions l'adorer dans l'esprit et dans la vérité. Connaître Dieu, c'est s'éloigner du péché. C'est pourquoi nous venons de lire dans le livre de Daniel, le chapitre 3, le verset 7, Ce camp biblique de formation a regroupé les jeunes chrétiens du consistoire de N'Djamena et ses environs. Il durera 3 jours. L'Organisation internationale pour les migrations, à travers son projet de consolidation de la paix, a organisé un championnat de football à Bol dans la province du Lac. La finale a opposé 4 équipes de cette circonscription administrative. Mahamat Tambouloumi. Ce championnat du football, initié par l'OIM et ses partenaires, c'est dans le cadre de consolidation de la cohabitation pacifique dans la province du Lac,
a regroupé 4 équipes, à savoir l'équipe de Bol, celle de Darkani et les îles de Fitina et Kulfoa. Des compétitions avec une forte mobilisation, surtout des jeunes. Les équipes de Bol et Fitina ont eu leur ticket de qualification pour la grande finale. Sous le regard des spectateurs venus de divers horizons que le préfet du département de Mamdi, Hassan Abdraman Hagar, représentant le gouverneur, qui a donné le coup d'envoi de ce match. Les joueurs de Bol et Fitina ont montré pendant 90 minutes au public les meilleurs d'eux-mêmes en lançant des offensives et contre-offensives dont Bol a ouvert le score à la 17e minute de la première partie avec une frappe de Malangaï suivie d'un deuxième et troisième but, toujours de Bol, réalisé par Hassan Muntari à la 22e minute et Djibril Mamat à la 37e minute de la première période. Après la mi-temps, les joueurs de Fitina ont réalisé une belle prestation avec plusieurs tentatives mais sans succès. Bol 3, Fitina 0. Le responsable de l'OIM s'est réjoui de la bonne organisation de ces tournois qui visent à consolider la paix et la cohabitation pacifique ainsi que le brassage des jeunes. Le préfet de Mamdi, Hassan Abdraman Hagar, représentant le gouverneur, a infiniment remercié l'OIM et ses partenaires pour cette noble initiative. La remise du trophée à l'équipe de Bol était l'un des temps forts de cette finale qui a mobilisé un grand nombre des amoureux et des amoureuses du football. C'est tout pour cette édition du journal. Mesdames et messieurs, merci à vous de l'avoir suivi et très bonne suite de programmes sur Télé Tchad.